Coucou tout le monde, ici Rachel de la boutique Le Passe-Temps. Et bienvenue dans nos réserves. On va passer en revue aujourd'hui le top 10 des jeux que vous nous avez le plus achetés cette année. On va commencer par une petite catégorie enfant, un petit top 10, puis une catégorie jeux de plateau pour enfin finir par l'apothéose, nos 10 meilleures ventes. L'an dernier, c'était Skijo, le numéro 1. Cette année, qu'en sera-t-il? Est-ce que les choses ont changé? On va discuter de tout ça et voir la liste avec Rachel. Donc nous commençons par les jeux pour enfants, donc bienvenue dans ce rayon coloré dans lequel vous trouvez des jeux pour les enfants qui vont de 2 ans, 2 ans et demi jusqu'à 7 ans. 7 ans jusqu'au CE1, CE2, passé cet âge-là, vos enfants sont capables de jouer au même jeu que vous. Parce que dans le monde du jeu, maintenant, de nos jours, les jeux sont plus simples et les enfants et les adultes jouent à la même hauteur. Mais avant, les jeux enfants. Il se passe des choses. Alors, Voilà. c'est quoi les 10 jeux qu'on a le plus vendus cette année? C'est quoi le numéro 10? Le numéro 10, c'est taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. Est-ce que je me suis trompé? Je sais pas, j'arrive jamais à reconnaître la gâteau, phrase cadeau, par pizza. cœur. C'est un petit jeu de rapidité assez idiot et délirant dans lequel on retourne des cartes, on répète cette phrase en boucle et chaque fois qu'on retourne une carte et que dessus on voit ce qu'on est en train de dire, il y a dessiné ce qu'on tape. Ou alors on se retrouve à devoir faire le ninja et donc une main qui tape, la licorne, et vous essayez de pas vous éborgner au passage. C'est très drôle pour les enfants à partir de 6 ans, mais aussi pour les adultes. Ça se retrouve dans le top des ventes parce que je crois que c'est aussi beaucoup acheté par des adultes. Le top 9, on n'en a plus là, Oui. très ponctuellement au magasin, on les a tous vendus ce week-end, mais regardez, il est là. Il est là, il s'agit de Kraken Attack, un jeu coopératif d'un grand auteur du monde du jeu qui a fait entre autres Takenoko que j'aime beaucoup. Et il l'a pas fait tout seul ce jeu-là, il l'a fait avec son fils Esteban. Oui. Donc c'est un jeu enfant fait par un enfant. C'est assez notable. C'est un jeu coopératif dans lequel on joue des pirates qui luttent contre un kraken qui vient attaquer votre bateau. Et contre lequel vous allez devoir faire des grimaces. Il y a un vrai bateau en 3D, c'est trop classe et c'est plus stratégique qu'il n'y paraît. Oui. C'est donné à partir de 7 ans, mais même en tant qu'adulte, c'est très plaisant à jouer. Le numéro 8, c'est une réédition. Et c'est un jeu que moi j'adore, qui avait gagné le Spiel des Jahres pour les enfants. Le prix le plus prestigieux dans le monde du jeu, c'est le rallye des vers de terre. Alors moi je me rappelle la première description de Simon et c'est tout à fait vrai, Ouais. c'est le PMU des tout petits. Vous allez lancer des dés, rajouter des tronçons dans votre verre de terre et faire des paris sur, parce que si vous manquez de chance, faire des paris sur qui va montrer, quel verre va montrer son museau en premier et comme ça espérer agrandir le vôtre. C'est très drôle, même pour les adultes, Ouais, il faut pas le dire. C'est 3-6 ans, mais ça c'est très incontournable. On est trop content qu'ils reviennent et on n'a pas été les seuls parce que vous avez beaucoup acheté et beaucoup plébiscité cette année. Le numéro 7, Rachel. Le numéro 7, ah je le vois pas, si je le vois. C'est celui-là, c'est Uli et Polly. C'est un petit jeu, vous voyez, un peu dans le même format de chez Blue Orange. Un petit jeu de bluff dans lequel un joueur va faire le loup qui essaye d'attraper les moutons et dans l'autre, non, c'est le contraire. Attends. Si, le loup essaie d'attraper le mouton. Voilà. Et il y a un joueur qui joue le mouton et qui essaie de rester caché. Il y a un petit côté cache-cache de table. Oui. Ça se joue en 10 minutes. C'est tout plein de bluffs. Alors ça, pour les enfants, souvent c'est plus dur, mais c'est ce qui est toujours rigolo. C'est que c'est comme toute chose. Ça s'apprend. Ce jeu l'apprend très très bien. Puis ça s'installe en 2-2. Et puis même pour les adultes, c'est plaisant à jouer. Parce que les jeux, ils sont joués par les enfants, mais ils sont achetés par les parents. Du coup, c'est pas plus mal quand ça vous parle à vous aussi. Le suivant, je me rappelle plus où c'est qu'en année dans le comptage, c'est un grand classique du monde. Ouais, du monde, il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Il s'agit de Bandido. Bandido, c'est un petit jeu coopératif qui, malgré son petit format, va prendre une place folle sur la table parce que vous allez devoir jouer des cartes. Vous allez devoir jouer des cartes pour empêcher le bandit de s'échapper. Pas facile de gagner, mais c'est très très plaisant à jouer. C'est un labyrinthe coopératif et même cette année, il y a une version Bandida qui est sortie avec une fille qui essaie de s'échapper de prison. Il n'y a pas de raison que les filles n'aillent pas en prison non plus. Et cette fois-ci, il y aura des cartes spéciales qui vont venir se rajouter dans tout ça. C'est toujours aussi chouette, Bandido et Bandida. Le jeu d'après, Rachel? C'est moi qui en parle, ça, mais c'est moi C'est qui en toi qui en parle. parle, ok. Hop, on échange de place. Ah ben Allez. non, on peut pas y changer de place. On Tu y- me l'attrapes et tu me l'attrapes. Vous voyez pas, on a des fils, on est attachés. Je te l'attrape. Voici C'est, le magnifique détective Charlie. Détective Charlie, c'est un de mes coups de cœur sorti l'an dernier. C'est un premier jeu d'enquête pour les enfants dans lequel vous aidez la charmante Charlie à résoudre les terribles crimes sur l'île de Misterville et vous rendez visite aux habitants. La boîte est un commissariat, c'est un petit univers à l'Animal Crossing avec des animaux trop mignons auxquels vous vous attachez et par lesquels vous finissez de connaître toute leur vie. Vraiment, je continue à en parler avec grand plaisir en magasin et je suis ravi de voir que ça continue à plaire. C'était aussi un des jeux que vous nous avez le plus acheté à Noël dernier.
ce qui n'est pas rien, mine de rien. Ensuite, Il y a une extension qui arrive bientôt, l'année prochaine. cool. Ensuite, il y a un jeu qui là aussi, on n'a pas la boîte. Ah oui, alors, hop, Hop, regardez, nouvel insert de boîte. Voici la boîte de Dragomino. Dragomino, c'est pas rien. Cette année, c'est lui qui a remporté le Kennerspiel. Le Kinderspiel des Sierras, le fameux prix qui avait aussi gagné le Rallye des Vers de Terre. C'est un jeu de Bruno Catala et de Wilfried et Mariefort, dans lequel on va créer un royaume avec des petits dominos. Dans ce royaume-là, on va essayer d'attirer des dragons. Il va falloir connecter des dunes, des forêts, des lacs et prendre un peu des risques. Il y a des terrains dans lesquels il y a plus ou moins de dragons et vous risquez de tomber parfois sur des œufs de dragons qui sont vides. C'est tout mignon. C'est une version de notre grand classique des jeux de plateau qui s'appelle King Domino, mais pour les enfants, en étant beaucoup plus adapté à des enfants. Mais c'est une sortie majeure. Je pense que ça a marqué le jeu pour enfants cette année parce que qui a été, vous le voyez déjà dans cette sélection, beaucoup de choses sorties l'an dernier ou de réédition. On arrive dans le top 3. Le top 3, Rachel. Le top 3, on commence avec une grande boîte qui devient encore plus grande quand vous y jouez. Il s'agit de la Maison des Souris. La Maison des Souris, c'est un jeu de coopération, de communication et d'observation. Vous allez passer vos 30 secondes à regarder par les petites fenêtres de la Maison des Souris pour essayer de retenir où sont les différents éléments du jeu. Est-ce que le dé sur sa face 1 ou 6? Est-ce que la fraise est mâchée ou pas? Est-ce que le bouton il est dans la même pièce que le pion? Et c'est très drôle, l'objet est très surprenant. C'est magnifique, c'est vraiment de la scénographie, tu l'as dit, c'est une édition géniale. C'est Elodie Clément et Théo Rivière qui font ça, ça il faut absolument pas le louper. Vous l'avez pas loupé d'ailleurs, tout va bien. C'est partie des jeux qui quand ça sort, vous dites oh. Oui, ça, il y a un avant et un après. Oui. Le jeu suivant, il y a eu aussi cet effet-là. Oui. Ça fait des années ça reste un truc très incontournable. Si vos enfants ne l'ont pas, si vous voulez passer de super moments en famille, jouez à Zombie Kids. C'est là aussi un marqueur très incontournable. C'est du jeu coopératif, mais c'est surtout du jeu évolutif. Oui. Voilà, moi je trouve que ça a un côté très jeu vidéo où à chaque victoire, à chaque challenge que vous remplissez, hop, vous progressez, vous collez des petits autocollants qui vous donnent le droit de quoi? D'ouvrir des enveloppes qui va venir enrichir l'expérience et surtout vous faire dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux jouer encore, je veux savoir ce qui se passe. Addictif. Et le numéro 1, le jeu pour enfants qu'on a le plus vendu cette année, Rachel, on en a quasiment déjà parlé. Je vais pas me tromper, il s'agit de Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. C'est ce petit jeu-là. Il se retrouve numéro 1 des ventes des jeux pour enfants parce qu'il est principalement acheté par des enfants, mais beaucoup aussi par des adultes qui jouent à tous ces jeux écrits 6 ans et plus. On ne vous félicite pas. C'était un des trucs les plus drôles sortis. C'est sorti l'an dernier, je crois, ouais. Taco Chat, Book, Cheese, Pizza. Et c'est toujours aussi ravageur. On l'a dit, c'est le premier opus de Taco, Chapeau, Gâteau, Cadeau. Pizza. Voilà, pizza. On se tape dessus, on rigole, on se marre. Taco, chapeau, voilà, ça t'en va. Book, cheese, pizza. Ah, on va passer à des trucs plus intelligents. On va passer maintenant aux jeux de plateau. Vous nous l'avez demandé, aux jeux de stratégie, les 10 jeux que vous nous avez le plus achetés cette année. On passe maintenant au top 10 des jeux de plateau. Vous nous l'avez demandé, et vous avez sans doute raison, de sortir la liste des jeux de plateau, de stratégie, qui étaient le plus achetés. Parce que chaque année, quand on fait notre top 10, très rarement des jeux de plateau. Il n'y a que des tout petits jeux. Oui, mais c'est logique, ça coûte moins cher, c'est plus facile à acheter, ça parle à un plus grand nombre, c'est normal que ça truste le top des ventes. Du coup, j'ai expurgé de la liste tous les petits jeux de cartes, les petits trucs, pour ne garder que les jeux un peu stratégiques. J'ai même retiré de la liste, par exemple, les Aventuriers du Rail, Catan, Carcassonne, les trucs très accessibles, pour ne garder vraiment que les jeux un petit peu joueurs, un petit peu que s'adresse à des gens qui aiment bien les trucs de stratégie. Du coup, cette liste commence par un 10e. Elle commence par Paléo. Paléo, le jeu... Ah, j'arrive à l'attraper. Le jeu coopératif qui a remporté le prix le plus prestigieux dans le monde du jeu. Le Kennerspiel des Sierras. Voilà. Ah, il adore parler allemand. Yeah. C'est un jeu à Noël l'an dernier. Moi, j'étais impressionné. Le nombre de ventes de Paléo qu'il y avait, il a été reboosté cette année justement grâce à sa récompense. Un vrai jeu d'aventure et de survie à la préhistoire. Et une réflexion qu'on se faisait cette année, c'est que l'an dernier, il sort Paléo, il sort The Loop, il sort plein de trucs coopératifs un peu marquants en fin d'année. Cette année, c'était sans doute pas l'année des jeux coopératifs. Oui, donc d'où Paléo qui s'installe. Et très certainement, cette année, quand vous nous avez demandé un jeu coopératif au magasin, il y a de très fortes chances pour qu'on vous ait parlé de Paléo, pour qu'on vous ait parlé de The Loop. Ce qui fait que aussi on le retrouve dans les meilleures ventes de cette année.
Voilà, Paléo. Et le suivant est également un jeu coopératif. un jeu coopératif. Là aussi, on est sur des conséquences de Noël dernier. Hop. Les ventes partent j'ai pris les ventes à partir du 1er janvier. Et un qu'on retrouve, c'est une extension. C'est Orléans Évasion, l'extension qui rend Orléans coopératif. Pourquoi je vous dis que ça a des conséquences de l'an dernier? À Noël dernier, on l'avait attendu depuis le mois d'août. Mais il n'est jamais venu. Vous m'avez commandé. Zai. Le container n'était jamais arrivé à Noël. Ce sont des ventes de l'an dernier qui sont reportées sur cette année de Orléans Invasion. Mais c'est étrange, une extension. Ouais, c'est fou. Je crois que c'est la première fois qu'on a des extensions dans le top des ventes. Ouais. Même des extensions de Seven Wonders n'étaient pas autant Est-ce là. que ça voudra dire qu'il y a le jeu de base un peu plus loin? Ben on verra. Ça se trouve, voilà, l'extension de l'extension se vend plus que le jeu de base. Bon, ça c'est magique. Hein. Si vous avez Orléans, c'est passage obligé. C'est des modes solo, c'est des jeux à deux, c'est Orléans Invasion, le mode de jeu coopératif. Et eux, c'est les auteurs de Exit. C'est pas rien dans le monde du jeu. Oui, c'est pas le même auteur que le jeu de base. Ouais. Le jeu suivant, Rachel, c'est. Ah, le jeu suivant, il faut que je révise. Oh, mais je l'aime beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cette boîte? On la pose par terre. Je te l'attrape. C'est Nidavellir, c'est un petit jeu de collection de nains Ça paraît terrible dit comme ça. La bise à Minati. On va recruter des nains dans des tavernes pour faire une armée valeureuse. Vaiana, vanillé, c'est gonflé. Et c'est très chouette. En fait, moi, ce que j'adore dans Nidavellir, et c'est ce que j'essaye de transmettre aux gens quand j'en parle en magasin, c'est que c'est un jeu tactique dans lequel il y a plusieurs stratégies viables. Et à chaque fois que vous amorcez une partie, vous vous dites « je vais essayer de mener celle-là à bout, je vais essayer de mener celle-là à bout ». Il faut dire que tous les gens qui viennent au magasin, qui nous disent qu'ils adorent Seven Wonders, je crois que c'est le on dit jouer à Nidavellir. D'ailleurs, dans ce top des ventes, il y a Nidavellir, mais il n'y a pas Seven Wonders. Oui, il n'y a pas Seven Wonders. Comme quoi, on sent bien que les gens, sans doute l'achètent maintenant dans des Cultura, dans des grandes surfaces, et viennent certainement pas nous voir, nous, pour acheter Seven Wonders, parce qu'il est maintenant très connu. Les jeux qui sont très connus, les gens ont moins besoin de conseils. Les gens aussi viennent nous voir pour dire, mais qu'est-ce qui sort un peu du lot? Ce qui fait que Nidavellir, qui est quand même moins connu, je pense que c'est là-dessus aussi qui fait qu'on en vend plus. Quelque chose qui a fait le plus grand bien en Nidavellir aussi, c'est son portage sur Board Game Arena BGA pour les intimes, où on se rend compte que ce jeu où on fait que récupérer des cartes, qui nous permettent de recruter des héros, etc. C'est très intuitif, c'est très facile à jouer. Je pense que ça lui a fait le plus grand bien. Ouais, Board Game Arena commence à avoir un véritable impact sur les ventes. On le reverra sans doute dans la suite des sorties, mais c'est pas anodin. Bon, le jeu d'après, je vais vous la faire courte, mais c'est pas une surprise. C'est un des meilleurs jeux au monde. C'est l'incontournable Wingspan. Bon. Ça, c'est le bouche à oreille. Oui. Très clairement, les gens qui y jouent, on y a joué, c'était trop bien. Parce que le jeu a un vrai effet repoussoir. Moi, je pensais pas du tout. Les gens se disaient, ah bon, des oiseaux, c'est autant. Tout est son contraire, en fait. Tu sais, mais on pourrait croire qu'en fait, dans un magasin, les vendeurs font la pluie et le beau temps. Genre, acheter ça, machin. Mais sur Wingspan, on a beau dire, c'est un des meilleurs jeux de la vie, je l'adore tellement. Oui. Vous avez pas un truc avec pas un gros oiseau dessus? Il y a vraiment un effet repoussoir. Mais après, ça a complètement lancé une tendance, la tendance des jeux sur la nature. Et parce que là, il y a Wingspan qu'on retrouve dans le top des ventes. Moi, un jeu que j'aurais été ravi de retrouver dans le top des ventes, mais c'est pas le cas. C'est placement produit. Placement de produit. Le mec, il place sa belette. C'est Meadow. Ça aurait été magique. Et on l'a beaucoup défendu. Et ça, par exemple, fait partie des jeux qui sont pas. Là, on fait un top des ventes. On pourrait faire une vidéo. D'ailleurs, on l'a fait. Elle n'est pas montée. Le top des jeux que vous ne nous achetez pas. Dedans, il pourrait y avoir Meadow. Et le prochain jeu sur la liste, si je dis pas de bêtises, c'est encore une boîte en rupture de stock. Et c'est aussi, moi, je pense que c'est aussi un jeu sur la nature. Alors, pas exactement de la même manière. C'est Everdell, un petit jeu de combo de cartes dans lequel vous faites votre petit village dans la forêt en posant des bâtiments et des animaux tous plus mignons les uns que les autres avec un matériel complètement fou, dont un arbre en 3D sur lequel venir poser vos cartes, des ressources en différents matériaux avec des baies que vous avez carrément envie de manger. Non, ça c'est très chouette, c'est familial, c'est très accessible. On vous dit que votre village c'est 15 cartes, ça donne envie d'essayer différentes stratégies. Mais voilà, Everdell. Et puis l'édition. Wingspan, c'est un des jeux les mieux édités au monde. Everdell, mais vous avez tellement envie d'y jouer. Nous, il suffisait de l'exposer au magasin et tous les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça marche? Comme quand on expose Pierre de la mer du Nord, c'est des jeux qui donnent envie de jouer et qui en plus, pour être des jeux plateau, sont relativement accessibles. Mais Everdell devrait peut-être être plus haut parce qu'il a eu 2 ruptures. Oui, alors on fait un top des ventes, il va en manquer plein.
un jeu comme Dune Imperium, par exemple, qui ont des jeux qui ont marqué l'année, ne sont pas dans ce top des ventes parce que niveau stock, c'était difficile d'en avoir plus. Du coup, il y a des classiques qui sont beaucoup vendus parce qu'ils étaient en stock. Et notamment, on retrouve le... Non, là pour le coup, là, après Wingspan et Everdell, on est sur un classicisme en termes d'édition. C'est le germanique Orléans. Hello, vous avez du vin? Là, on est sur... si vous suivez la chaîne, on en parle dans quasiment toutes les vidéos Orléans, quoi. Oui, voilà, c'est fou. Un jour, moi, c'est quand je joue à ça, ça a trusté directement mon top 10 des meilleurs jeux de la vie. C'est quand on joue à ça, c'est une évidence. Oh, c'est trop bien, je veux en refaire une, Les règles, c'est acquis en 2 tours de jeu. Moi, c'est comme ça. S'il fallait le définir en un mot, c'est évidence. Ouais, en plus c'est fluide, c'est original. Quand c'est ressorti, Matago a pas compris pourquoi c'était autant plébiscité. Je leur ai envoyé un mail pour dire on en parle dans toutes nos vidéos. Quand on cumule les vues, c'est 900 000 vues de gens à qui on dit ça défonce. Pourquoi évidemment que vous allez en vendre quelques centaines cette année. A priori, si vous l'avez acheté suite à nos recommandations sur les vidéos, dites-nous ce que vous en avez pensé. Oui. Mais c'est 2-5 joueurs, c'est aussi bien à 2 qu'à 5. Il n'y a pas de doute si c'est là. D'ailleurs, le prochain est aussi un des jeux qui a été beaucoup défendu sur la chaîne par notre ex-comparse Lola. Hop, il s'agit de Terraforming Mars, mais on continue à beaucoup en parler en magasin. La force de Terraforming Mars, c'est qu'il le rend complètement unique. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je connais le nombre de cartes à force, c'est 233 cartes et tout unique. Et c'est pas un jeu où vous allez passer des heures à apprendre les différents effets de cartes. C'est limpide, vous voulez savoir comment l'alchimie de toutes les cartes entre elles. C'est un temps de jeu assez court, non, allez, ça c'est le sujet de Discord. C'est un très bon jeu à 2, c'est mon jeu préféré avec mon chéri de l'amour de ma vie. C'est entre 1h30 et 2 heures de partie, ça décolle, ça monte en puissance. Voilà. C'est le seul jeu de plateau de stratégie dans notre vidéo des 10 incontournables pour bien commencer dans le jeu de société. Il y a Terraforming Mars dedans, quoi. Ouais. C'est, ne serait-ce que pour votre culture, que vous aimiez, que vous aimez pas, jouez-y au moins une fois dans votre vie, c'est quand même assez marquant si vous aimez ce genre de jeu-là. Mais moi, ce qui commence à me marquer là quand on fait cette sélection-là, c'est que quand même il y a des jeux qui portent un thème. Tu vois, c'est une association de thème mécanique. Si je regarde Wingspan, fait par une ornithologue, le Terraforming Mars par les frères Frixelius, comme quoi le thème avec la mécanique, ça a une importance. Alors que dans Orléans, là pour le coup, il n'y a rien. Le prochain est également un jeu sur l'espace. Il est sorti très récemment. Il est sorti il y a 1 mois et il est déjà dans le top des ventes des jeux de l'année. J'ai pas de quoi l'attraper. Tu peux l'attraper. Hop. J'étire mon bras. Il s'agit de Welcome to the Moon. Alors Welcome to the Moon, si vous connaissiez Welcome, c'est un jeu à cocher avec 8 jeux en 1. Si vous ne connaissez pas, vous allez devoir sauver l'humanité. Sauver l'humanité en installant des humidificateurs. Sauver l'humanité en amenant la Terre sur la Lune, parce que la Terre est attaquée par des astéroïdes. Vous allez passer à travers des grilles. Chaque grille, donc il y en a 8, va vous faire découvrir de nouvelles règles. Alors un apprentissage un petit peu particulier au début, mais le plaisir de repasser par ces grilles, d'avoir ces grilles favorites, et surtout de vivre une véritable campagne. C'est 8 jeux en 1, tu l'as dit. Oui. C'est un style de jeu qu'on appelle le jeu à cocher qui ces dernières années s'est surdéveloppé, et toutes les semaines il y a un nouveau jeu à cocher qui sort. Donc on pourrait se dire, ok, c'est saturé, il y a trop de jeux à cocher, il faut plus en sortir. En fait, je pense que là, je pense que Welcome to the Moon c'est le clou sur le cercueil, quoi. C'est genre, il ne fallait plus en sortir. Ça tombe bien, c'est le meilleur, boum, et maintenant c'est terminé. D'ailleurs ils l'ont dit, ils ne sortiront plus de Welcome après Welcome to the Moon, et je pense qu'ils ont bien raison parce que là c'est le feu d'artifice absolu. Ça joue de 1 à 6, le mode solo est super bien, c'est aussi beaucoup acheté par des gens qui jouent en solo, c'est aussi une des véritables tendances de l'année, le jeu solo avec Under Falling Sky, avec Warp's Edge qui sont très très bien vendus aussi. Là c'est l'apothéose du jeu à cocher, Welcome to the Moon c'est à ne pas louper dans les jeux sortis cette année, très original. Et je pense qu'on l'a bien vendu aussi parce qu'on a fait faire un petit goodies que vous saviez que vous pouviez trouver que chez nous, et du coup voilà, je pense que ça a favorisé. Il faut qu'on aille le chercher au passe-temps, on veut cette fusée qui décolle derrière la boutique. Vous avez des petits visuels de la boutique inclus dans les goodies qu'on vous vend avec. Là on arrive maintenant sur les 2 derniers, le top 2, un truc qui est vraiment, mais ça m'étonne même pas qu'il soit plus haut. Tu veux peut-être rattraper la boîte Rachel, je sais que tu l'adores. Hop, elle est là-haut, c'est mon jeu préféré sorti cette année. C'est les ruines perdues de Narak, Arnak en anglais, mais il n'y a pas d'Arnak. C'est un jeu de Miné Elwen, c'est un jeu avec un visuel très fort, mais où
Étrangement, la mécanique ne colle pas au thème, mais c'est pas très grave. C'est un petit jeu dans lequel vous allez déplacer vos explorateurs, récupérer des ressources qui vous permettent de faire d'autres choses. Et c'est vraiment comme tu m'avais aidé à le décrire, c'est un petit jeu de la marchande. C'est un jeu d'optimisation pure et dure où « Ah, attends, mais je gagne une tablette que je vais venir dépenser ici qui me permet de gagner un déplacement en avion qui me permet de découvrir ce nouveau lieu. Oh, je me fais attaquer par un monstre, j'ai pas de quoi aller, tu vas le prendre. » Ouais, tu le dis, le thème, c'est l'aventure. Oui. C'est des explorateurs qu'on pose. Mais derrière, ce qu'on nous demande de faire, c'est de gérer des ressources. Oui. Il faut faire très attention à ça. En soi, mécaniquement, ça n'a rien d'original. Si vous avez joué à des jeux ces dernières années, vous retrouvez avec un système de j'ai des cartes et j'ai du deck building. J'ai des ouvriers, je les pose sur le plateau. Par contre, en termes d'édition, ça tabasse, Ah oui. les règles sont fluides à lire, c'est plaisant, ça décolle. Le tour 1, il se joue en 5-10 minutes, et le tour 5, il faut tout analyser, tout stratégiser. Et puis c'est vraiment, il y a une courbe de progression. La première partie, tu te dis, 5 manches, attends, j'ai raté quelque chose dans les règles, j'ai rien fait cette partie-là. Déjà, dès la deuxième partie, le temps de jeu, c'est un peu allongé. On retrouve une grande maison d'édition qui est CGE, qui était trustée il y a quelques années par tous les jeux de Vladash Fatil, les Mage Knight, les Dungeon Lord, les Through the Edges. C'est aussi les gens qui font Codenames, associés à Yellow, là, c'est un peu les rockstars, quoi, dans le monde du jeu. Tu soulignais tout à l'heure la tendance des jeux solo. Les Runes perdues de Narak, pareil, ça se joue tout seul. Et il y a une campagne, alors pas officiellement sortie en français encore, mais une campagne que vous pouvez trouver sur le site de Board Game Geek qui est complètement extraordinaire. Et encore une fois, on le disait tout à l'heure avec Nida Velir, les Runes perdues de Narak a été adapté sur BGA. Et beaucoup de gens l'ont découvert comme ça, ce qui est très pratique pour se faire une idée de ce que peut être le jeu, de ce que peut être les règles, et pour après pouvoir y jouer à des gens facilement autour d'une T'es en table. train de dire que pour pouvoir acheter un jeu, maintenant les gens ont envie d'essayer? Ouais. Ouais. Heureusement Oui, il y, qu'il a eu moins de festivals cette année, donc tu as envie d'essayer les jeux. Oui. C'est fatal. Nous, on les essaye et on vous en parle, parce que tous ces jeux-là, évidemment, on y a joué. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver dans le jeu qu'on a le plus vendu cette année. Je vous le dis de suite dans les jeux de plateau, ce jeu est en rupture de stock. Il ne sera pas réimprimé avant mars 2022. Voici Red Rising. Red Rising, là aussi, on est chez un peu les rockstars. C'est Stegmaier. C'est l'éditeur de Sight, c'est l'éditeur de Viticulture, c'est l'éditeur de Wingspan. Et chez Matago, qui sont parmi les éditeurs français qui sortent le plus de jeux. Red Rising, c'est un jeu de cartes qui est tiré d'un autre jeu qui s'appelle Fantasy Realms, qui est un tout petit jeu de cartes. C'est une réadaptation de ce jeu-là. Bon, moi, ça m'a mis une claque dans les jeux sortis cette année. Moi, j'appelle ça mon vent de fraîcheur la première fois que j'ai joué à ça. Ah ouais, en secouant tes cheveux, quoi. Comme ça. Waouh, le vent de fraîcheur. C'est du jeu de cartes. Si vous avez joué à des jeux comme Seasons, comme Seven Wonders, on est dans cette ambiance-là de « Ah, j'ai envie d'en refaire une autre, et si j'avais d'autres cartes, et qu'est-ce qui se passerait ?» Immédiatement, vous êtes happé là-dedans. Moi, j'ai adoré l'interaction qu'il y a entre les joueurs là-dedans, parce que même si on a l'air de composer sa main de cartes sans rien, très vite, la question c'est « Qu'est-ce que l'autre veut? Comment je l'embête? Comment je m'en sors ?» Il y a écrit un 6 joueurs, oubliez. C'est un jeu qui se joue à 2 ou à 3. Le mode solo, encore une fois, tient la route. Il se retrouve aussi top 1 des ventes parce que pendant assez longtemps, on faisait partie des rares magasins en France à l'avoir, ce qui l'a aussi boosté à ce niveau-là, dans le top de nos ventes à nous, qui sont jamais que le reflet de nos ventes. Il se peut que dans d'autres magasins en France, ce top des top 10 des ventes soit assez différent. Moi, j'aurais dit aussi que c'était un jeu intriguant, c'est parce que c'est que des cartes qui représentent des personnages, et vous avez envie de savoir ce qu'il y a derrière. C'est... mais pourquoi il veut être avec lui, pourquoi il veut pas être avec lui, etc. Vous aurez peut-être envie de lire le livre aussi. Mais c'est ça qu'il y a eu chez nos clients. Moi, je l'ai fait et j'ai pas été la seule à le faire, à aller acheter la trilogie qu'il y a derrière. On parlait du fait que les jeux de plateau soient moins dans le top des ventes. Pour le situer, si on devait les mettre sur le top de l'année, en partant de toutes les ventes globales, eh ben, ça a beau être le premier des jeux de stratégie, c'est jamais que le 22e dans le top des ventes. Vous nous dites, oui, mais si vous multipliez par le prix en chiffre d'affaires, non, ça ne change rien. On a fait une sorte de base 100, de dire, tiens, si le top 1 qu'on a plus vendu au magasin, on en a vendu 100, celui-ci, je crois qu'on est à l'ordre de 30, quelque chose comme ça. Donc ça se vend 3-4 fois moins que le jeu le plus vendu dans le magasin. Mais déjà, c'est le premier, c'est Red Rising, Narak. C'est des nouveautés. C'est des grands jeux. C'est aussi des nouveautés dans les choses que vous avez plébiscitées cette année. J'ai envie de te demander de divulgacher quelque chose. Est-ce que ces 2 meilleurs jeux, est-ce qu'ils se retrouvent dans ta sélection finale de tes 10 meilleurs jeux à toi? Pas Narak. Mais Welcome to the Moon et Red Rising, évidemment, oui.
Bon. Trop classique pour moi, Narak. Trop classique. On passe maintenant, on va discuter un peu de ce qui se passait cette année et on va vous révéler quels sont les 10 jeux qu'on a le plus vendus cette année. Bon, de chouettes jeux, mais est-ce qu'il y a des jeux, Simon, dont t'es triste de ne pas le voir apparaître en haut de ces listes-là? Bah oui, il y a des trucs qu'on connaît mais qu'on a envie de défendre et souvent quand on est là genre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure avec Médo, hein, c'est « Oh ouais, c'est trop bien !» Oui. Autre chose? Et sinon, il y a deux trucs. Il y a un des jeux qui m'a fait le plus rire cette année, qui n'a pas été une foudre de guerre en termes de vente. Hop là, c'est Forms. Je crois que la vidéo où on joue à Forms, on voit bien la drôlitude que peut générer ce jeu, qui est un jeu de dessin coopératif où on doit faire des carrés, des ronds et on peut pas discuter entre nous. Et c'est quoi? C'est un œil, c'est un pied? Mais non, c'est le bout d'un cheval. Ça hurlé de rire. J'adore ce truc-là. Ouais. Et ça s'est pas autant vendu que ce que j'aurais espéré. Du coup, si jamais vous voulez traîner une boîte de ça, jouez-y vraiment. C'est hautement recommandable. Et l'autre truc, je pensais que ça allait faire un raz-de-marée. C'est c'est So Clover. Oh, attendons Noël peut-être. Peut-être Noël. Mais en fait, quand on l'ouvre, il y a un côté très plastique dans So Clover, dans l'esprit de Just One, un petit jeu coopératif. On essaie de faire des associations d'idées un peu à la Codenames et de se faire deviner les uns les autres. Je trouve ça totalement enthousiasmant, mais ça s'est pas vendu énormément. Je pense aussi pour une bonne raison. Les jeux d'ambiance cette année, c'était pas trop ça. Les jeux où on est en grand groupe, où on se réunit. Ça va revenir. Ça va revenir, on verra dans tous les jeux dont on parlait précédemment. C'est beaucoup de jeux qui jouent très très bien à deux et qui sont achetés par des gens pour jouer à deux. Dans tout le début de l'année, les ventes de jeux à deux ont surcartonné. Et donc ces jeux-là, on les voyait un peu moins. Toi, il y a des jeux auxquels que tu espérais voir mieux placés? Mieux placé, alors pas en truster le top, mais je pense à moi à Pandemic Legacy saison 0 ou dans le bon sens, ça ira mieux. Mais c'est peut-être les Legacy en général qui... Est-ce que c'est pas en baisse de vitesse? Je trouve que Clank Legacy, ça s'est pas vendu tant que ça. Je pense à Pandemic Legacy saison 0. Il y a My City, alors ça a été en rupture pendant un moment, donc c'est difficile de déterminer. Alors je comprends que l'expérience Legacy, il y a toujours cette expérience c'est du jetable. Est-ce que je veux vraiment mettre de l'argent dans un jeu qui, une fois la campagne est terminée, voilà, ça s'arrête là et mon jeu n'est plus bon à rien, mais après tout, une séance de ciné en famille, ça peut coûter cher. Une salle d'escape room en famille, ça peut coûter cher. Et l'expérience Legacy, je ne sais pas si vous en avez déjà tenté, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y en a qu'un qui achète la boîte de jeu, puis vous achetez les pizzas. Est-ce que c'est pas l'effet suite, sans arrêt, qui à un moment s'essouffle? Parce que là, on est sur le 3e opus. Imaginons que le premier, tu le vends bien, le deuxième, t'en vends un peu moins, le troisième, t'en vends encore un peu moins. Et puis... avec toutes ces suites. Mais cette année, c'était tu le vois au rayon. Si on pouvait vous balader et vous montrer les rayons, je pense à Cartographeur Heroes, l'extension. Je pense à le King Domino Origins, Queen Domino, etc. Trek 12 Amazonie. Il y a eu des déclinaisons de jeux, top 10 18+. Il y a aucune maison d'édition qui y échappe, il y a aucun éditeur qui y échappe. Ça décline. Enfin, ça décline. C'est pas ça décline dans ce sens-là. Il y a des déclinaisons. Vive la polysémie. Et ça, c'est très perturbant parce que bien souvent, les jeux, dans les déclinaisons qu'il y a pu avoir, certaines n'apportent qu'un message commercial. Essaye de parler avec les mêmes mécaniques à des gens un peu différents, apporter une petite plus-value. Mais mécaniquement, il y a des choses qui ne se renouvellent pas. Ouais. Et du coup, c'est pas toujours évident de savoir à qui ça s'adresse en fait. Ou il y a même le deuxième qui va venir effacer le premier. Et en fait, moi je pense que ça s'adresse aux clients qui ont déjà acheté le premier et qui, sous prétexte que c'est quelque chose d'un peu différent, vont venir offrir le deuxième à des amis. À des amis, ouais. Voilà, parce qu'on est sur un terrain déjà conquis. Mais moi, ça me gêne toujours. Alors, je suis pas en train de dire que c'est des mauvais jeux, hein, attention. Mais moi, ça me gêne toujours parce qu'en magasin, je vais proposer un de cette gamme-là. Et qu'une fois que je laisse le client seul en rayon, il va voir quelle est la suite de la gamme. Et il reste, même s'il est convaincu par mon discours, il reste... Voilà. Pourquoi elle ne m'a pas parlé de celui-là? Et pourquoi celui-là, il est peut-être mieux? Le thème me convient mieux. Ouais, il y a un doute. Pourquoi elle me vend celui-là plus qu'un autre? Pourquoi il y en a deux? Ça crée un doute. Et autant il y a des propositions, on l'a vu avec Welcome to the Moon, qui sont suffisamment fracassantes pour se démarquer du premier et ne pas avoir ce problème-là. Ouais. Si on prend l'exemple de Welcome to the Moon, ça s'impose. Là où Welcome à Vegas, par exemple, la proposition était un peu trop proche, ça s'imposait pas. C'est très très dur, cette période de déclinaison, et ça... Je pense que bien des jeux qui sortent de cet ordre-là sont des arguments commerciaux pour vous parler, pour dire on va essayer de parler à des gens un peu différents. Mais le jeu reste le même. Et ça ne marche
que si en fait la proposition est très différente, en plus de parler à une cible différente. Seven Wonders Architect. Seven Wonders Architect, ça a été pensé, il y a 10 ans de boulot dessus pour arriver à un truc totalement épuré. Et ça décolle, et ça se vend, et les gens le comprennent. Sur d'autres produits, c'est pas toujours le cas. Il y a les jeux à licence aussi. Qui plus est, le jeu version Marvel, le jeu ceci, cela, qui sont pas toujours aussi enthousiasmants que les premiers. Dans tout ça, il y a quand même, il y a une tendance à faire des suites, mais il y a eu des gros trucs cette année dans les tendances. Le premier en début d'année, c'était les puzzles. Les puzzles. Ah, on dit puzzle, on dit pas puzzle. Moi, je dis puzzle. Oh, vous dites bien ce que vous voulez. Ça, c'était le gros carton de l'année. Il y a même eu des ruptures de stock, de papier, de trucs partout. Jamais on a vendu autant de puzzles. Ouais, le confinement y a aidé, moi j'en ai fait pas mal. Et avec des propositions intéressantes. Les escape puzzles, moi j'aime souvent en parler. Les exit puzzles. Les exit puzzles aussi, très bons. qui sont très très chouettes, des formes arrondis. Enfin, il y a toujours de la proposition à faire sur les puzzles. Et on parlait des jeux à deux, il y a eu aussi une énorme hype sur les jeux d'échecs qui date de la fin d'année dernière avec Queen's Gambit. Je crois que c'est le jeu de la reine ou le jeu de la dame en français. Le jeu de la dame, la série sur Netflix. Ouais. Et qui a relancé vraiment le jeu d'échecs. En quelques semaines, les magasins étaient dévalisés. Faudrait une série Netflix sur Meadow, et hop, ou sur Forne, tu sais, avec une grosse intrigue à base de Yana, ça serait le rond, l'autre le carré et l'autre le triangle. J'ai peut-être une idée de série télé. On va voir si ça peut marcher. Et l'autre truc, du coup, qui fait l'exemple avec tous les jeux à deux, le confinement, c'est les jeux solo. Les jeux solo. Tous les jeux, on peut même pas vous montrer des boîtes, et ils sont tous en rupture avec Under Falling Sky ou Warp's Edge, qui sont des jeux uniquement solo. Mais tous les jeux maintenant, la plupart des jeux qui arrivent sur le marché ont un mode solo inclus, et c'est une des premières questions que vont venir nous poser les clients qui viennent en magasin. Il y a un mode solo. Est-ce qu'il tient la route? Ouais, tout comme BGA, ça permet de se faire la main sur le jeu avant, ça permet d'apprendre des choses. Et puis il y a des jeux qui sont complètement bien pensés pour être super en solo, voire même Under Falling Sky, qui est pour moi un des meilleurs jeux solo qui existent sur le marché. Ça, c'est un truc, si ça revient avant Noël, foncez, c'est trop cool. Oui. Moi, j'y ai beaucoup joué à deux, à Under Falling Sky. Nous, on y a joué en famille à 4, on l'a joué comme un jeu coopératif. Après tout, on décide de nos manipulations ensemble. Et une autre grosse tendance aussi, c'est que c'est très bien pour un secteur qu'on veut culturel, c'est la notoriété des auteurs qui participent au lancement et au succès d'un jeu. Ouais, tout à fait. Il y a des jeux, nous, en plus, on a cette activité d'influenceur, on va dire, regardez, ce jeu-là, il nous plaît, pas. Il y a des jeux qui se vendent naturellement de par eux-mêmes, en dehors de nos conseils, juste sur le fait de dire, c'est un jeu d'Amélie Nothomb. J'exagère en mettant Amélie Nothomb, mais ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Oui. Il y a un jour, peut-être dans le jeu, il y aura une rentrée littéraire, il y aura une rentrée ludique qui, nous, est plus vers Cannes ou vers Essen. Il y a ces périodes-là. Et on sait que quand un jeu de Bruno Catala arrive dans le magasin, il se vend naturellement, chat perché. Et les gens ne nous demandent pas notre avis, ne nous demandent pas ce qu'on en pense ou quoi ou autre. C'est un jeu de Bruno Catala, c'est un jeu de Théo Rivière, c'est le dernier Antoine Qu'est-ce qu'on fait quand il y a les deux? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a les deux? Mais ça donne au My Brain, qui est un petit jeu de cartes très sympathique, ça réinvente pas la roue. Nous, à cette époque-là, il y a Tishu qui sort en même temps, il y a d'autres petits jeux qui nous convainquent beaucoup plus. Ça n'a pas empêché au My Brain d'être un carton de vente. Je me rappelle avoir discuté avec des personnes dans le monde du jeu qui disaient « mais c'est fou, on s'attendait pas du tout à ce que ça cartonne autant. L'édition est canon et la notoriété des auteurs fait que... » Qui sont des garçons principalement. Alors, on attend... mais il y a eu ce même truc-là sur... Elizabeth Hargrave, l'autrice de Wingspan, quand il y a Mariposas qui est sorti, son jeu sur les papillons, il y a eu le même truc, c'est le jeu de l'autrice de Wingspan. Donc les auteurs se sont imposés là-dedans. Vivement les autrices. Vivement les autrices. Il reste maintenant, du coup, à voir, une fois qu'on a dit c'était quoi les tendances, qu'est-ce qui s'est un peu moins bien vendu, pourquoi vous avez acheté des choses. Oui, il reste les 10 jeux la que vous avez le plus acheté cette année. On va passer la liste. Vous trouverez un lien dans la description, un petit article sur le blog de notre site dans lequel il y a la liste du top 50 un peu plus longue, avec tous les détails, tout ça. On va attaquer la liste de top 10, on commence par le top 10 et on remonte jusqu'au top 1. Allez, c'est parti. En avant. Au passe-temps, on aime les jeux de pli. Cette année, on vous a beaucoup parlé de Tishu, mais un des jeux préférés de cette année est encore un jeu de pli avec une particularité majeure. C'est un jeu qui est fait pour être joué à deux. C'est Dr Jekyll versus Mr Hyde. Dans ce jeu-là, un joueur incarne Dr Jekyll, l'autre incarne Mr Hyde. Qui remportera les cartes? Ça, c'est le but de Dr Jekyll. Le but de Mr Hyde, lui, c'est de mettre le chaos dans tout ça. C'est un petit jeu, évidemment, bien chaotique, avec plein de rebondissements qui se jouent à deux, dans lequel on a le plaisir de regarder dans le regard de son adversaire les difficultés qu'on essaie de lui créer. Ça se joue en 10 minutes sur le coin d'une table et on enchaîne les parties. Dans un jeu à deux, c'est le bonheur. Top 9, Lueur, un jeu de plateau familial dans lequel, tour après tour, vous allez pouvoir recruter des compagnons pour ramasser des éclats de lumière dans ce monde plongé dans l'obscurité.
Un jeu au design intrigant, aux mécaniques ultra fluides et innovantes. Merci Cédric Chaboussi. Top 8, ça n'est que mon avis, mais c'est pour moi le meilleur jeu d'ambiance sorti cette année, c'est Mon Malin. Si vous avez déjà joué à Codenames, ça va vous parler. On se retrouve avec une grille de mots façon bataille navale et qu'il va falloir qu'on arrive à remplir les uns les autres dans un temps chronométré. C'est coopératif, on hurle des bêtises sans arrêt, ça triche que ça en peut plus. Mécaniquement, c'est tout couillon, voire même les règles, vous allez les lire et les oublier aussi rapidement. Vous allez tricher, jouer n'importe comment, mais vous allez vous rappeler d'un truc, que vous vous êtes grave marré. Ça se joue à deux, ça se joue à plein, on enchaîne les parties, ça vaut 12 €, allez-y, c'est Mon Malin, c'est hautement recommandable. Top 7, Le Roi des 12, un jeu de Rita Model, une autrice allemande. Un jeu de fourberie dans lequel vous espérez à la fin de la manche avoir la plus grande valeur de dés. Et pour ça, vous allez jouer des personnages qui vous permettent de modifier ces faces-là. Malheur, si vous jouez les mêmes personnages que les autres joueurs, leur effet s'annule. Un jeu de « je pense que tu penses que je pense que je vais jouer ça et donc je joue ça ». Un jeu plein de surprises, un jeu plein de contrôle à 2. Très bien à 3 et complètement chaotique et hilarant à 4 joueurs. Top 6, l'incontournable, l'indéboulonnable Codenames, un des meilleurs jeux d'ambiance au monde. Cette année a toujours été un des jeux les plus achetés. Cette fois-ci, on sent que Codenames parle au plus grand nombre. Il est énormément acheté, non pas par des jeunes adultes, comme auparavant, mais par leurs parents, par leur entourage. Le jeu se diffuse, la France entière se met à jouer à Codenames de plus en plus, à la version image, à la version Disney et à la version duo, qui se joue en collaboratif à 2. Top 5, Love Letter, un petit jeu de fourberie qui n'en a pas l'air dans sa petite pochette en velours rouge, un jeu qui se joue de 2 à 6, mais qui est beaucoup plus savourable de 3 à 5 joueurs, un jeu dans lequel vous essayez d'amener une lettre d'amour à la princesse, mais dans lequel les éliminations sont courantes et les revanches nombreuses. Top 4, pas étonnant de le retrouver à cette place-là, il a gagné l'As d'or des jeux de l'année. C'est Micro Macro Crime City, une sorte de grande carte routière à la Où est Charlie dans laquelle des crimes sont commis partout dans la ville. Il va falloir fouiller, intriguer et retrouver les criminels dans 16 enquêtes différentes au sein de la même carte. Et également sorti cette année Micro Macro 2, la suite, rien ne dit qu'à terme, les deux cartes des différentes villes ne pourront pas se joindre pour faire des enquêtes toujours plus épiques. Top 3, 101, Le Match, un jeu à 2 de Gilles Monet d'une toute petite maison d'édition, mais gros coup de cœur de l'équipe. Un peu de déduction, un peu beaucoup de blocage pour que vous empêchiez votre adversaire de récupérer les tuiles. Le Match, un nom jamais aussi bien porté. Top 2, il est notre jeu préféré à tous dans l'équipe de l'an dernier. C'est l'incontournable The Crew, le classique instantané. Si vous aimez jouer aux cartes, il faut que dans votre vie, vous ayez joué à The Crew. On y joue en coopérant, en essayant de se faire gagner des cartes les uns les autres. C'est magique, c'est original, c'est bien édité. Cette année est également sorti The Crew 2 qui pousse le concept encore plus loin. Si on avait mélangé les deux, il aurait culminé mais très haut dans le top des ventes de l'année. C'est l'incontournable The Crew. Top 1, Skijo. Est-ce qu'il y a encore vraiment besoin d'en parler? Parce que c'est notre meilleure vente, mais maintenant c'est la meilleure vente de quasiment toutes les boutiques de France. La France entière joue à ça, il n'y a plus besoin d'en parler. Le bouche à oreille a fait son effet, les gens rentrent en magasin, les gens veulent. Ils viennent juste acheter un Skijo. D'ailleurs certains le prononcent même Skyjo.